je voudrais maintenant céder la parole à notre prochain conférencier, Brian Singer. C'est avec grand plaisir que je vous le présente. Brian Singer est professeur titulaire et maintenant directeur au département de sociologie du Collège Glendon de l'Université de York, en Ontario. Je ne sais pas s'il faut dire Toronto ou... Toronto, hein. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le Collège Glendon est une institution importante dans les sciences sociales au Canada, dans la mesure où elle offre un enseignement bilingue à tous les cycles. Brian Singer est un spécialiste reconnu de la social theory, comme disent les anglophones. Il a publié maints articles sur les théoriciens contemporains, Baudrillard, Habermas, Lefort, etc., et sur les classiques. Son plus récent ouvrage porte sur Montesquieu et est intitulé Montesquieu and the Discovery of the Social, publié en 2013. Je pense qu'il est juste de dire que Brian Singer est une des autorités dans le monde anglophone canadien sur la pensée sociale et politique francophone, ou en tout cas française. Un des rares, peut-être que j'exagère en disant ça, mais à s'inspirer des écrits publiés dans les deux langues. Il a traduit de nombreux écrits, et notamment un article de Michel Freytag en 2002. C'est pas surprenant quand on voit ce qu'il a publié par la suite, The Discovery of the Social. Il a publié de Michel Freytag La dissolution de la société dans le social. Et à ce titre, il fait figure de pionnier au Canada anglais dans l'étude et la discussion des réflexions de Michel Freytag. Sa conférence, on va changer de registre un peu à mon avis, sa conférence s'intitule « Michel Freytag et la pensée hiérarchique ». Je lui cède la parole. Merci, Daniel. Je n'ai rencontré Michel Freytag que 2 fois. La première fois, c'était à une soutenance de thèse, le candidat de l'époque parmi nous. Et Michel a commencé en disant « Une bonne thèse mérite une bonne critique ». Et puis, il a parlé sans arrêt, 1 heure au moins. Il écrit un bon livre. Je n'ai pas le culot de dire que je vais faire une bonne critique. La bonne critique qu'il mérite. Avant de commencer, je ne suis pas francophone. Je suis bien capable de massacrer la langue française. Et je veux remercier un ami et un collègue, Marc Lesage, qui m'a aidé à corriger mon texte. On m'a demandé de limiter mon commentaire à la première partie de l'Abîme de la liberté, intitulée « Le double fondement ontologique de la liberté ». Michel Freytag ouvre son propos sur Hannah Arendt, l'auteur le plus proche de sa notion de liberté. Comme Arendt, il rejette l'assimilation de la liberté de l'individu autonome à sa prétendue maîtrise de soi et à sa transparence réflexive. Freytag associe cet individu, un individu, il faut le dire, imaginaire, avec le règne toujours plus extensif du capital, une figure comprise comme le contraire à la liberté. Comme Arendt, il veut fonder la liberté non pas dans l'individu, non pas plus généralement dans le sujet, mais dans le rapport par lequel un monde se construit. Selon Freytag, Arendt, en suivant les anciens, oppose la liberté à la contrainte, et surtout à la contrainte portée par les exigences de la reproduction biologique, domestique et sociale, voire économique. Cette notion de contrainte suppose ici que les humains restent toujours libres, au moins subjectivement parlant, car ils ressentent la contrainte comme une imposition extérieure. Ceci oppose les anciens aux modernes, qui opposent la liberté non pas à la contrainte, mais au déterminisme. Et le déterminisme suggère une désubjectivation possible, où la contrainte n'est pas ressentie comme contrainte, mais acceptée à bon gré, car assimilée au fonctionnement nécessaire
d'un organisme ou d'un système. Michel Freytag est plus moderne. Il est profondément préoccupé par le déterminisme. D'ailleurs, Arendt situe, comme les anciens, la liberté exclusivement dans la polis. Tout ce qui est infrapolitique, le social, le domestique, la nature, est contraire à la liberté. Arendt va jusqu'à dire que tout processus automatique et répétitif, voire tout processus naturel ou social, conduit de l'être au non-être, de la naissance à la mort. La vie politique, par contre, permet aux individus de survivre et de survivre la mort dans la mémoire. Michel Freytag refuse cette opposition de la liberté au monde de la vie biologique et sociale. Surtout parce qu'aujourd'hui, la politique, l'économie politique, menace l'existence même de ce monde. Il veut au contraire une conception de la liberté qui comprenne toute cette infrapolitique. Or, cette conception plus compréhensive de la liberté exige de lui le recours à une pensée hiérarchique. À la page 18, au préambule, il écrit que, et je cite, « Le principe de la liberté suppose une conception philosophico-anthropologique de la nature essentielle de l'être humain. » Il ajoute, « Son examen implique que la nature humaine soit appréhendée de manière hiérarchique. Nature physique, nature animale, nature humaine et éventuellement nature divine. » Fin de la citation. Veuillez noter que par pensée hiérarchique, je ne veux pas dire que Michel Freytag veut ressusciter une société de caste qui veut défendre l'ancienne monarchie contre la République moderne ou qu'il est contre toute forme d'égalitarisme. Je parle d'une pensée hiérarchique et pas d'une société hiérarchique, bien que la pensée hiérarchique se soit développée d'abord dans les sociétés hiérarchiques. La pensée hiérarchique porte certaines caractéristiques. D'abord, il y a un ordre de rang ou de niveau qui va du bas vers le haut ou du haut vers le bas. L'échelle se forme de la nature physique, puis la nature animale, puis la nature humaine et finalement la nature divine. Deuxièmement, cette chaîne se reproduit chez les êtres humains, de telle manière que ceux-ci ne sont pas simplement humains. L'être humain est un peu angélique, un peu bête, un peu végétal et même un peu minéral. Et finalement, il y a un grain d'importance attribué à la totalité qui est au-dessous et au-dessous de tous ces niveaux, sauf celui du sommet, qui les comprend tous. Mais parler de la liberté en termes de pensée hiérarchique peut apparaître paradoxal. Il y a ceux qui, chaque fois qu'ils entendent le mot totalité, crient totalitarisme. Puis, généralement, en pensant à la hiérarchie, on ne pense pas à la liberté, mais à un ordre qui traverse l'échelle de haut en bas pour construire une forme de domination. C'est justement ce caractère hiérarchique de son concept de liberté qui, selon moi, fait l'originalité et la force de ce livre de Michel Freytag, et de son œuvre tout à fait remarquable. Cependant, j'ajouterais que ce caractère n'est pas sans rapport avec certaines de ses difficultés. Un auditeur averti pourrait dire que ce que j'appelle le caractère hiérarchique de sa pensée est, en effet, son caractère hegelien, ce que Michel Freytag a d'ailleurs toujours revendiqué. Cet auditeur aura raison. Mais je préfère parler du caractère hiérarchique. Pourquoi? D'abord parce que la formule dont j'ai cité, qui parle des pierres, des chiens, des humains et de la divinité, est bien évocatrice de la grande chaîne des êtres de l'ancien régime.
Puis, je dois l'admettre, ma connaissance de George Friedrich Hegel est limitée. De fait, je préfère parler de la dimension hiérarchique parce que, même avec ma connaissance limitée, je perçois la dimension hegelienne comme plus problématique. Il y a un moment de Hegel que Freytag refuse, celui qu'il appelle absolutiste. Ce moment ne se réfère pas à l'élément divin ou transcendant qu'il veut garder, quoique pas dans une forme dogmatique ou théologique particulière. Ce que refuse Freytag, c'est la coïncidence, ou mieux, l'identité du sujet et de l'objet. La dernière étape de la dialectique hegelienne où le sujet divin se réalise pleinement dans le monde. Michel Freytag refuse cette identité, mais selon lui, cette identité est aussi en train de se réaliser, quoique d'une manière paradique et abstraite. Cette identité, écrit-il, est en train de se réaliser au moins asymptote. Oui, c'est ça. Dans le capitalisme avancé, le pragmatisme postmoderne et l'informatique. Et c'est un désastre. Parfois, le mouvement vers la réalisation de cette identité semble inexorable, et ceci parce qu'inscrite dans la logique, comme expression logique de l'impasse de la dialectique hegelienne, bien sûr, comme possibilité logique mais extrême de sa propre théorie des rapports de l'objectivisation du sujet, et comme donnée par le formalisme abstrait de la logique au sens ordinaire. C'est à cause de cette inexorabilité que Michel Freytag apparaît tellement pessimiste. En ce qui a trait à cette hiérarchie, je tiens à m'écarter, au moins dans un premier temps, de cette dimension de sa pensée. Elle est largement absente de la première partie de l'abîme de la liberté, qui conclut en retournant à une critique de Hannah Arendt. Mais je reviendrai, si j'ai le temps, à cette dimension dans un second moment. Retournons à cette hiérarchie. En montant sa gradation, on peut devenir de plus en plus libre. La liberté, ou plus précisément, les conditions ontologiques de la liberté procèdent du bas en haut. Il ne s'agit pas ici d'une hiérarchie qui a son origine au sommet. Ce n'est pas le sommet qui constitue, qui ordonne et qui par conséquent commande les strates inférieures. C'est parce que la fin ne commande pas le commencement et le sommet ne commande pas ce qui est au-dessous, qu'on peut parler sans ironie d'une hiérarchie non autoritaire, sinon non téléologique. Dans la hiérarchie freytagienne, la liberté est partout, présente un principe à chaque niveau, quoique à des degrés différents. Freytag parle de types différents de liberté. La liberté du vivant, la liberté de l'esprit, la liberté épistémique, la liberté éthique, la liberté politique, pour ne mentionner que les termes de la première partie de ce livre. Il faut les organiser en ligne. Elles forment une chaîne. Le plus grand danger vient d'un refus de la chaîne par la dissolution de ces termes à l'intérieur d'une seule identité abstraite et totalitaire. Mais il y a aussi le danger qu'on coupe la chaîne en soutenant un de ces liens à l'exclusion et à l'opposition des autres, comme a fait Hannah Arendt. Dans cette hiérarchie, il y a deux niveaux majeurs, voire deux formes de liberté, chacun méritant son propre chapitre. Il y a une liberté du vivant, ce qu'on peut appeler une liberté animale, bien qu'elle puisse inclure un élément végétal, et une liberté de l'esprit, une liberté dite spécifique à l'espèce humaine, bien qu'elle comprenne ce qu'on peut appeler
un élément angélique. Pour ceux qui ont lu ce qui est maintenant le deuxième volume de Dialectique et Société, intitulé Introduction à une théorie générale du symbolique, la liberté du vivant correspond à la représentation sensible et la liberté de l'esprit correspond à la représentation symbolique. Parler d'une liberté animale peut sembler bizarre, mais ici Michel Freytag critique justement ce legs moderne qui oppose la liberté au déterminisme. L'idée du déterminisme suppose un monde fait d'objets et de leur rapport de causalité, un monde qui existe indépendamment de tout sujet et qui le détermine. Mais selon Freytag, les objets n'existent pas comme objets en soi. Ils n'existent comme objets que par rapport au sujet. C'est-à-dire, les objets ne deviennent distincts, délimités de tout ce qui les entoure qu'à travers un rapport à un sujet. La délimitation et la signification d'un objet, ce qui le fait comme objet, dépendent d'abord de la représentation que le sujet donne de cet objet. La même chose devient des objets différents devant des sujets différents selon leurs différentes représentations. Il s'ensuit que si des objets n'existent qu'à travers des sujets, on ne peut pas dire que les objets sont déterminés par d'autres objets. Et bien sûr, on ne peut pas dire non plus que les sujets sont déterminés par les objets. Un animal, comme être vivant, est sujet. Il se représente des objets à travers ses sens et selon ce qui lui fait sens, voire comme orienté par ses besoins, ses désirs, ses sentiments. Ceci suppose que l'animal se représente un monde sensible qui lui est extérieur et auquel il se rattache, et qu'il se représente un intérieur qui lui donne un sens de soi et de sa propre continuité. Comme tel, l'animal jouit d'une certaine autonomie et donc d'une certaine liberté. Freytag parle ici d'une jouissance de la liberté qui ressemble à une libre respiration et qui procède de cette étrange familiarité par laquelle les animaux en vivent du dedans d'eux-mêmes tout en s'y trouvant chez eux au dehors. Cette liberté-là est la condition de toute autre liberté et l'accompagne. Elle est fondement et fondamentale. Tirons maintenant deux conclusions avant de continuer. Premièrement, on n'oppose pas la liberté à la nature. La liberté existe dans la nature, au moins dans la nature animale. On n'oppose pas la liberté aux besoins ou même aux émotions. Ceci, en nous orientant, fait partie de sa structure, de notre intentionnalité. Ils sont donc à la source de notre liberté. Deuxièmement, l'animal constitue des objets, mais il ne constitue pas la réalité qui lui est extérieure. Et il ne devient sujet que par la médiation de cet extérieur. Si les objets n'existent que par rapport à la médiation des sujets, les sujets n'existent que par rapport à la médiation des objets. En d'autres termes, la liberté n'existe qu'à travers les objets, leur extériorité, leur lourdeur, leur résistance. On ne peut pas simplement opposer la liberté à la réalité. Pour Michel Freytag, il n'y a pas de liberté qui n'est pas limitée par un dehors. Le deuxième niveau de liberté, celui de la liberté de l'esprit, est spécifiquement humain. Cette liberté suppose des signes, c'est-à-dire le langage, et ainsi la culture. Le monde et le sens du monde ne sont plus limités par l'instinct, le besoin, les désirs ou les sentiments.
La représentation symbolique qui met en action l'imagination et la pensée proprement dite établit un monde infiniment plus vaste et plus varié que la représentation sensible appartenant à la simple liberté du vivant. En effet, l'existence de la culture suggère de multiples mondes possibles, car chaque culture, bien qu'ancrée dans un monde sensible, est singulière, donc contingente, et forme son propre monde. La représentation symbolique comporte ce que Michel Freytag appelle une liberté épistémique. En représentant un monde, la culture comprend ce monde qui devient pour cette culture ce qui fait sens et donc ce qui est vrai et vraisemblable. Et tout en donnant sens à un monde, la culture lui donne forme, de telle sorte qu'on peut parler aussi d'une liberté esthétique. Michel Freytag insiste sur le fait que le symbolique est toujours synthétique et a priori, ce qui signifie que pour lui, la symbolique, c'est-à-dire la culture et le monde qu'elle forme, existent comme une totalité qui précède les individus et qui les forme comme individus. On ne peut pas opposer d'une manière générale de l'individu à la contrainte de la société. Pas d'individu sans société, pas de liberté individuelle sans cette liberté épistémique de la culture qui donne à l'individu un monde durable qui lui fait sens. Cette donation de sens par la symbolique est condition de l'existence individuelle, aussi bien que de la liberté individuelle. Et comme condition, cette donation est aussi une limite. L'individu ne peut pas dire, faire ou créer n'importe quoi. La liberté des individus est conditionnée par ce qui leur est déjà donné. Comme vous le savez, Michel Freytag parle longuement de la symbolique. Je ne fais que constater que cette liberté symbolique est elle-même stratifiée, car dans un sens, elle comporte en elle-même toute l'échelle hiérarchique. Elle comprend bien sûr l'élément animal, voire la liberté du vivant, en tant que les désirs, les affects et les perceptions sont portés par la symbolique, mais cette liberté humaine comprend aussi un élément divin et même un élément végétal. Je veux parler brièvement de ces deux derniers éléments. La discussion ici se complique parce que la liberté de l'esprit, contrairement à la liberté du vivant, est capable d'entrer dans l'histoire. Et ce qui rend la discussion plus compliquée encore, en entrant dans l'histoire, on ne peut pas rester avec les conditions ontologiques de la liberté. Il faut parler aussi de ces conditions historiques. Comment penser une liberté végétale? Dans l'abîme de la liberté, Freytag part d'une notion grecque d'action à caractère archaïque qui s'appelle l'ergazastai. Je la cite. Dans l'ergazastai, qui est essentiellement une activité participative, c'est la nature elle-même qui est directement productive, au sens du producere, du faire advenir dans la manifestation. Et ta erga désigne originellement les petits des animaux et les fruits des plantes, dans lesquels se manifeste directement cette puissance productrice de la nature comprise comme physis. Fin de la citation. Une sorte de liberté, donc, commune aux êtres humains et aux plantes. J'ai plus à dire, mais je vais le sauter. Et considérons maintenant la dimension divine de la symbolique. Dans la première partie de l'abîme de la liberté, Michel Freytag parle d'une séparation d'une liberté éthique de la liberté épistémique. Une séparation qui marque l'avènement de la dimension séparée du divin ou du transcendantal. Tout régime symbolique
où toute société comporte les deux libertés. Une liberté épistémique en se donnant, comme nous l'avons dit, un monde durable qui lui fait sens, et une liberté éthique en se donnant ses normes et une identité qui vont au-delà de la figuration du réel. Mais dans une société sans division, les dieux ne se situent pas au-delà. Et chaque membre de la communauté incarne la norme. Tandis que dans une société divisée, là où il y a une division du pouvoir, ceux qui commandent accaparent et imposent la norme, et ceci parce qu'ils la représentent, car ils sont plus proches de sa source dans un au-delà divin. Par contre, les dominés sont plus proches de la nature, de la nécessité naturelle, voire des passions animales et du travail. En conséquence, ils doivent être limités et contraints. En effet, la hiérarchie sociale et politique se représente dans les termes d'une hiérarchie ontologique. Mais en parlant de la domination et d'une société hiérarchique, comment y voir une augmentation de liberté, ce qui suggère la séparation d'une liberté éthique de la liberté épistémique. Nous venons de dire que la division des dominés et dominants dans la société entraîne une division entre la société et son au-delà. Si on peut dire qu'avec cette séparation, la réalité, surtout celle représentée par les dominés, la société ne se trouve plus à la hauteur de la norme qui lui donne forme et lui donne sens. Précisément parce que maintenant, la norme lui vient d'en haut. La société se donne par cette norme une capacité tout à fait autre de regarder et en fin de compte de former sa propre réalité. En effet, à travers la norme transcendante posée par la liberté éthique, la société peut se poser à distance d'elle-même et de sa réalité immédiate, une distance qui lui permet de se réfléchir et d'agir sur elle-même comme un ensemble, au premier moment par des dieux interposés. Et avec cette distance qui marque l'avènement d'un premier esquisse d'une institution proprement politique, séparée de la reproduction symbolique culturelle, on peut parler d'un développement à la fois d'une domination et d'une liberté virtuelle. Car on aborde ici le mouvement proprement historique qui va du mythe à la religion, et de la religion au politique, et avec le politique, le mouvement vers une concertation publique et républicaine. Et si on ne parle plus des conditions générales et préalables de la liberté, considérée à travers ses différentes strates ontologiques, on entre dans une analyse des formes proprement historiques de la liberté. Il faut examiner les institutions, les pratiques, les idéologies, les idées de la liberté. Ces institutions, pratiques, idéologiques, etc., sont toujours particulières aux différentes sociétés et aux différents auteurs. Et elles sont aussi, si je comprends bien, le sujet du reste du livre dont vont vous parler les autres conférenciers. Après avoir fait ce parcours, j'ai un peu de temps, non? Oui, il reste un bon 5 minutes. Un bon 5 minutes. Pas bon, mais 5 minutes. Après avoir fait ce parcours, je veux retourner à deux sujets. Non, je vais retourner à un. Que j'ai commenté au début de cette présentation. D'abord, il y a la pensée d'Hannah Arendt que Michel Freytag éclaire. Arendt identifie la liberté avec le politique qu'elle définit comme parole et action publique ou comme praxis et qu'elle oppose aux
travail, celui de l'artisan, du laboureur et de la ménagère, voire à toute action attachée à une nécessité naturelle ou à une fonctionnalité sociale. Freytag s'oppose à cette opposition. Comme j'ai dit, pour lui, la dimension naturelle et sociale de l'existence humaine participe à la représentation sensible et symbolique à la fois, et donc n'est pas étrangère à la liberté. La liberté ne se limite pas aux politiques. Au contraire, la liberté politique se construit comme une synthèse plus ouverte d'ordre supérieur. Des autres libertés associées aux exigences de la reproduction et de la production naturelle, sociale et économique. Ainsi, Michel Freytag accuse Arendt d'une notion aristocrate de la liberté. Selon lui, l'égalité ne se limite pas à l'égalité politique des citoyens, mais s'étend à une égalité inclusive de tout être humain et de toutes ses activités. Et il y a plus. Selon Arendt, action, ouvrage et travail appartiennent à la condition humaine. On pourrait dire qu'Arendt reste au niveau ontologique. Bien qu'il s'agisse d'une liberté politique, Arendt ne le considère pas vraiment de la perspective de l'institution, et surtout pas de la perspective de l'institutionnalisé. Au mieux, elle la considère de la perspective du citoyen individuel. Parce que disjointe de toute existence naturelle, sociale et historique, il n'y a rien qui prépare la liberté et la limite. La liberté arendtienne apparaît radicalement inconditionnelle. Chaque manifestation de cette liberté apparaît comme un événement absolument singulier, absolument nouveau et quasi miraculeux. Un trésor perdu appartenant moins à l'histoire qu'à ces moments de rupture. Pas de manière donc d'institutionnaliser cette liberté sans la réifier. Pour Freytag, par contre, la liberté, d'un degré à un autre, est un peu partout, soit comme condition, soit comme possibilité. Toute ontologie, toute l'épistémologie, sinon toute l'histoire, la soutiennent. Et je vais finir ici, je ne vais pas parler de ce moment hegelien où j'ai cette critique qui ne mérite pas.